Le 1er mai, traditionnellement appelé fête du travail, est en réalité la commémoration des massacres de Chicago en 1886. Dans les usines, les travailleurs revendiquaient les meilleures conditions de travail pour bâtir une société plus émancipée. Et depuis 1947, c'est devenu journée chômée et payée. Eh bien, au Cameroun, c'est le bras de fer entre OTS, le mouvement On a trop supporté le gouvernement camerounais, qui menace de sévir. Bonjour, joyeux 1er mai à tous les téléspectateurs, notamment les fidèles, de ce rendez-vous dominical. Bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits majeurs de la semaine. Comme ça a été le cas la semaine dernière avec l'autopsie des féminicides au Cameroun. Cette fois-ci, nous parlons de celle du travail et notre invité est un formateur des cadres syndicaux, le Prince Ngongué. Il est sur notre plateau. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonsoir Monique, bonsoir à tous les milliers de spectateurs du canal. Je suis très heureux d'être encore devant eux aujourd'hui. Oui. Et je ne m'oublie pas de dire merci à tous mes camarades qui me soutiennent dans cette lutte aussi. Particulièrement Jean-Étienne Haïssi, Wambo, et puis Ndormo, et tous ces camarades-là qui se battent tous les jours avec moi pour qu'on essaie de faire du syndicalisme normal. Syndicalisme normal. Oui. Ce qualificatif, pourquoi cette précision? Parce que dans nos vocables, on a ce qu'on appelle le syndicalisme business et le syndicalisme normatif. Oui. Ce qui veut dire donc que nous tous ne travaillons pas pour les mêmes objectifs. Le syndicalisme normal, ce serait donc lequel? C'est le syndicalisme qui s'occupe de la défense réelle des travailleurs en s'occupant de la multiplication des normes, du développement des normes existantes, et puis surtout travailler dans la préventive et non pas toujours attendre qu'une affaire se plante avant qu'on commence à courir. Là, c'est souvent trop tard. Avec un employeur, quand il a décidé, c'est fini. Alors, il vaut mieux faire un syndicalisme préventif que de faire des syndicalismes où on va passer tout son temps à courir après la sanction, à courir après une décision. Vous êtes dans la prospective? Oui. Ok. Je ne vais pas vous demander ce que c'est que le syndicalisme business, certainement. Tout le monde le connaît. Ok. Eh bien, puisque nous sommes dimanche 1er mai, vous qui avez le regard syndicaliste, comment appréhendez-vous cette journée? La journée du 1er mai, comme introduite tout à l'heure, c'est une journée vraiment pour les travailleurs. C'est une journée de commémoration. Mais nous n'avons pas la chance de bénéficier de la commémoration, mais on est plutôt dans une logique d'exhibition. Et en matière d'exhibition, on sait bien qu'on n'aboutit pas à grand-chose. En guise d'illustration, si on voit les différents responsables syndicaux lire les longs discours devant les autorités administratives pendant cette fête, on se pose sur la question, est-ce qu'ils sont même normaux à la fin? Parce qu'en matière de dialogue social, on ne discute pas dans la rue. On parle avec le partenaire intéressé. Bien sûr, devant autorité, mais tout ce qu'on lit après, devant le préfet, le ministre et autres, bon, Dieu sait à quoi ça sert. C'est pourquoi j'ai dit que c'est beaucoup plus exhibition. Et justement, puisque vous parlez de cet exhibitionnisme, on a remarqué quelques jours auparavant, avant que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ne sorte par voie de communiqué fax, une note interdisant ce défilé, le traditionnel défilé, eh bien, on a remarqué que pour l'essentiel, il y a une focalisation sur les pagnes, une focalisation sur les tricots et même des agapes qu'on devrait aller consommer avec, faire bombance. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a transformé cette fête des travailleurs en un machin. À ça, à la limite, personne ne peut faire l'évaluation d'une fête de travail. Il faut déjà comprendre comment cela est organisé. Au niveau régional, comme à Douala, qui est une grande métropole, on organise cette fête au niveau de l'inspection régionale du travail. Oui. C'est là-bas qu'on dirige tout le système. Tous les syndicats présents dans la zone sont membres. Mais il y a un syndicat qui est chargé d'organiser. C'est lui qui ouvre le compte à son nom, c'est lui qui récupère tout l'argent, c'est lui. Et après,
on oublie carrément ce qu'il y a à faire. La norme, c'est quoi donc dans l'organisation d'une journée comme celle-ci? La norme serait que le jour d'une fête des travailleurs, que des syndicats différents qui ont parcouru vraiment une année plein d'actions syndicales, avec peut-être pas mal de différends qu'ils ont réglés, qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent le bilan. Cette année-ci, nous avons eu le problème de ceci, on a réglé ceci, on a réglé cela. L'administration nous a apporté un appui dans celui-ci. Nous lui avons proposé tel appui qui n'était pas effectif. Est-ce que nous ne pouvons pas forcer pour que cet appui devienne une norme dans l'avenir? Et à fur et à mesure que les années passent, on crée de nouvelles normes et on améliore le dialogue social. C'est ça la fête du travail. La fête du travail ne saurait être une instance, enfin, je sais pas, une plateforme où les gens vont venir gueuler, énerver peut-être le ministre très souvent, lui dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Et puis à la fin, chacun rentre chez soi. Et le travailleur qui vient, et ça c'est plus grave encore, parce qu'il y a des travailleurs qui arrivent à cette fête avec plein de chaleur et ils tombent. Hein. Il y a beaucoup qui sont tombés pendant la fête, on les a amenés directement à l'hôpital. Ce n'est pas une fête. Le côté positif, c'est que bon, les employeurs profitent aussi pour faire un peu le marketing. Ouais. La majorité, ils font le marketing. Ils essaient de monter les beaux habits, ils essaient de monter le t-shirt. Et changer d'air aussi, voilà. manger. Bon, oui, il y a une communion fraternelle entre les employés. Côté manger, là, je pense que des entreprises le font déjà même avant la fête du travail. Une entreprise peut bien décider d'appeler ces gars en fête annuelle. Je prends l'exemple de mon ancienne entreprise, je ne vais pas la citer. Il y a des années où, pas des années, chaque année, en fin d'année, elle invite les travailleurs qui viennent manger avec le directeur. On communie. Une communion fraternelle. Voilà, on communie. Eh bien, Prince Ngongue, merci pour l'introduction de cette émission. Nous allons donc prendre le pouls de cette journée dédiée à la réflexion autour des conditions de travail avec ce commentaire d'actualité. Nous vous le disons, l'année a été émaillée de grèves. Suivons ce commentaire avec le concours de Calvin Tekam. C'est l'expression des frustrations qui s'expriment au sein des corporations au moment où on s'apprête à célébrer les travailleurs le 1er mai prochain au Cameroun. Les conditions de travail, de vie ont fait mentir Voltaire, qui y voyait un palliatif contre le vice, l'ennui ou le besoin. L'explosion du ras-le-bol des enseignants du secondaire a été la plus illustrative. On a trop supporté, slogan d'un débrayage étendu sur plus d'un mois, paralysant le 2e trimestre. OTS devient craie morte et reprend à l'entame du 3e trimestre. Les élèves, notamment ceux des classes d'examen, payeront à coup sûr le prix fort. Les promesses de l'État employeur n'ayant pas satisfait leurs attentes. L'éducation de base et l'enseignement supérieur n'ont pas été en reste. À l'imprimerie nationale où sont imprimées épreuves des concours et examens officiels, les travailleurs revendiquent 4 mois de salaire impayés depuis janvier 2022. Ces hommes et femmes chefs de famille aux abois sont allés crier leur mal-être devant les services du Premier ministre. Ils sont chassés par la police après 4 heures de sitting. La sueur de leur labeur ne garantira pas du pain pour se refaire des forces, encore moins pour leurs enfants. La vie est aussi salée pour les ouvriers de la société sucrière du Cameroun Sosucam. De fortes tensions en février dernier se sont aussitôt transformées en émeutes au sein de cette entreprise en Cotin. Entre autres revendications, la rupture unilatérale des contrats du travail. Les tensions s'apaisent après l'augmentation de la prime de coupe des ouvriers qui passe de 175 à 275 francs CFA. Et ceux d'Isacam ont exprimé la puanteur de leurs conditions de travail en abandonnant des tas d'immondices nauséabondes comme leurs 3 mois de travail sans salaire. Et c'était la énième fois. Ces corporations suscitées en exemple reflètent un malaise généralisé que vivent des travailleurs salariés au Cameroun, les pratiques étant encore aux antipodes du travail décent. À croire que le travailleur ne mérite pas son salaire, sécurité sociale reste un luxe. Le 1er mai prochain, ça fera 136 ans que les travailleurs à travers le monde luttent pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Eh
bien. Prince Ganga, nous revenons sur ce plateau et j'ai envie de vous demander rapidement quel rendement peut-on attendre d'un travailleur, d'un employé esclavagisé à longueur de temps? Oui, avant d'arriver, il faut d'abord se dire que cette situation vient mettre en évidence le programme de travail décent. Le Cameroun, en 2005, a signé un protocole d'accord avec le BIT. Le Bureau international du travail? En matière de travail décent. On a sorti les thèmes pendant des années sur le travail décent. Le travail décent, c'est même pas compliqué, ça veut dire qu'il faut de l'emploi disponible, il faut de bons textes pour mieux gérer ce travail, il faut de la sécurité sociale et il faut le dialogue social. Alors, si on respecte cette logique, les 4 piliers du travail décent, on peut se rendre compte qu'à la limite, ni les syndicalistes, à travers les salariés, ne maîtrisent aucune étape du travail décent. Parce qu'à la limite, quand un travailleur a un droit qu'on ne lui a pas payé, on le retrouve aller rencontrer le ministre. Ça parle de l'administration territoriale, le sous-préfet, le préfet. Ceux-là sont là pour le maintien de l'ordre. Ils ne sont pas là pour régler les problèmes sociaux relatifs au contrat du travail. Je pense que si on avait mis un peu de vin dans notre moulin quand M. Ouna Grégoire, en tant que ministre, a décidé de mettre en place des fonds pour l'éducation ouvrière, on aurait déjà fait beaucoup de choses à éduquer nos camarades pour qu'ils n'aillent pas là où on ne va pas les entendre. Des fonds ont été mis? Oui, des fonds ont été mis depuis 2014, comme ça. Et l'évaluation, qu'est-ce que cet argent a produit? Je ne suis pas dans le système, mais je sais que... En observant à distance, avez-vous le sentiment que l'éducation ouvrière les gens qui se sont servis, a connu une certaine avancée? Les gens qui se sont servis ont fait du syndicalisme business. Que je disais, ça c'est tout. Ça, on peut bien interroger les gens ici à Douala ou bien à Yaoundé s'ils ont vu une fois quelqu'un passer faire la formation. S'ils disent non, c'est qu'ils n'ont rien eu. Ces syndicalistes sont identifiés. Oh, ils sont identifiés. Ça, c'est les responsables des confédérations. Ok. Donc, alors, si on revient donc sur la situation de ce genre, je dis, il était mieux qu'on comprenne que quand on parlait de travail décent, ces gens qui n'arrivent pas à toucher leur dû, il n'y a plus de parole à donner. À ça, à la limite, le salaire est alimentaire. Le salaire est vital. Il ne se négocie pas. C'est impossible de dire que moi j'ai travaillé et vous allez me payer dans 6 mois. C'est compliqué. Déjà, le code du travail, quoi qu'il soit un peu vétuste, me dit, depuis 1952 d'ailleurs, que tout travailleur a droit à un travail. Et à tout homme national. C'est-à-dire, le travail est un droit national. Pour tout citoyen. Pour tout citoyen. Si vous travaillez, l'État doit tout faire pour que vous préservez votre travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devait y avoir des mécanismes de promotion d'emploi réels et non pas comme ce qu'on fait. On avait aussi des mécanismes de protection des contrats. Actuellement, ce sont les syndicats qui se battent à défendre ce qu'ils peuvent défendre. Et dès lors, le problème se pose au niveau de la compétence des intervenants. Alors, les gars, quand on voit que c'est tout le monde qui se plaint, ou les communes, je ne sais pas quoi, les gars de l'agriculture, c'est tout le monde qui se plaint. Ça veut dire que quelque part, le dialogue social n'a jamais été une réalité, malgré le slogan que nous avons lancé depuis longtemps. Alors, si nous revenons justement sur le focus que nous avons fait concernant les corporations qui sont aux abois, on n'a pas fait une liste exhaustive, on en a ciblé juste 4 ou 5. Je reviens à ma question. Ce sont des travailleurs. Oui. Ils ont un travail, ils ont un contrat de travail, mais ils n'ont pas de salaire à la fin du mois. Oui. Et je vous demande, vous qui êtes formateur des cadres syndicaux, quelles sont les répercussions de cet état de choses sur le rendement final?
puisqu'on attend le rendement pour faire prospérer la société, faire prospérer les entreprises. Il faut situer d'abord le contrat de travail. Tout à fait. Le contrat de travail, c'est que j'essaie de faire quelque chose. Je vais faire une prestation dans de bonnes conditions. Oui. Vous me payez. Ces 4 chaînes-là doivent exister. Quand il y a une chaîne qui est coupée, il n'y a pas de contrat de travail. Il n'y a pas de contrat de travail. Ou alors il cesse d'exister. Il cesse d'exister, justement. Parce que c'est les éléments essentiels d'un contrat. Si je viens au travail, on dit qu'on ne va pas me payer. Moi, je ne veux pas signer le contrat. Mais le contrat est signé a priori. Non, je dis le contrat peut exister de fait. Oui. Mais il ne vit pas. Il ne vit pas. Parce qu'un contrat doit être entretenu. Parce qu'il peut être modifié, parce qu'il peut être suspendu, parce qu'il peut être rompu. Donc, ce qui veut dire qu'un contrat est vivant et dynamique. Tout à fait. Donc, dans le cas où j'ai eu un travail, la conclusion, c'est que je dois travailler. De bonne foi. Et les clauses doivent être respectées. Bien sûr. Si le patron ne respecte pas la clause, je m'auto-licencie. C'est-à-dire, je pars ou je démissionne et il va me payer mes indemnités de licenciement. Parce que la faute est la sienne. Moi, j'ai travaillé. Ça vaut aussi pour l'employeur, ça vaut aussi pour l'employé qui n'a pas fait son travail. Ah oui. Parce que dans la relation... Si l'employeur, si les salariés ne prestent pas, on le sanctionne. Si c'est une faute lourde, on ne lui paye rien. Parce que généralement, quand on parle des problèmes qui émaillent l'emploi au Cameroun, c'est très souvent les employeurs qui sont mis sur le banc des accusés, mais il y a aussi la responsabilité des employés. Ah bien sûr, bien sûr. Et les travailleurs qui n'ont pas... Parce que là, il faut, comme je l'ai dit, le premier élément, c'est d'avoir les compétences requises. L'employeur ne cherche pas n'importe qui, il cherche quelqu'un qui sait faire quelque chose. Tout à fait. Et quand tu arrives, tu signes ton contrat, il te dit tu auras des outils pour bien faire ton boulot, et puis il va te payer. Si tu ne sais pas le faire, il te met dans la classe de perte de confiance. C'est un licenciement vraiment sans salaire. La perte de confiance est suffisante pour un licenciement. Au licenciement, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Parce que si on n'embauche pas pour rien, on embauche parce qu'on a des objectifs qu'on s'est donnés. Alors si on se dit, bon, lui, il est arrivé, voilà ce qu'il doit faire. Parce qu'on a vu qu'il a des compétences. Et quand il arrive, il ne veut pas faire le jeu, c'est une perte de confiance. Voilà. Puis quand on lui perd confiance, il s'en va sans prendre le sac, comme on dit en patois. Et pour ceux qui travaillent et ne sont pas payés, la répercussion sur la qualité du travail, on parle d'une façon générale, parce qu'au Cameroun, ça semble, c'est vrai, les revendications salariales sont mondiales, dans tous les pays on en parle, mais de façon spécifique, quand on a un climat comme celui-là, on produit quoi comme société? Puisque si on se souvient des premières personnes qui ont porté les revendications, notamment à Chicago, qui s'est soldé par un bain de sang, ils aspiraient à une société plus émancipée. On va vers là aussi si jamais ça continue dans ce sens. Je pense que les revendications des sociétés extérieures vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. Amélioration. Des conditions de travail. Très souvent. Parce que là-bas, on respectait la législation. Ils ont une législation bien solide. Si je prends le cadre du Code du travail, nous avons un Code du travail de 1952. Nous avons modifié trop. Le dernier date de 2000, c'est pas de 92. Modifiant, l'améliorant. Oui, améliorant. Je ne sais pas si on l'a amélioré, mais ça date de 92, donc 20e siècle. En France, c'est le même Code du travail. À 5000 articles. Nous, on a 288. Est-ce que vous comprenez? En Belgique, celui-là a presque de 800 articles. Et c'est le même Code du travail d'homme-homme, de 1952. Qu'est-ce qu'on recherche? Les gens ont cherché la perfection. Maintenant, nous nous plaignons pour avoir ce qui est déjà acquis. Vous avez travaillé, votre salaire est dû, et on ne vous le paye pas. On se plaint pour ce qui est déjà dû. Et ça, c'est le plus comique possible. On n'arrive pas à comprendre parce que les gens pensent qu'il faut se battre pour avoir beaucoup plus d'avantages. Mais chez nous, on se bat pour avoir le minimum qui est prévu. Ce n'est pas la même fleur. Conséquence, immédiatement, on va se retrouver devant des travailleurs aigris. Complètement aigris. Devant des travailleurs jongleurs. Devant des travailleurs qui vont chercher à avoir quelque chose à côté pour survivre. Et de des activités parallèles. Voilà. Et de plus, ils ne vont jamais rendre le bon service.
Et il faut aussi relever que dans la fonction étative aujourd'hui, appelons ça fonction publique tout d'un coup, il n'y a plus de salariés contractuels que les fonctionnaires. Et ce gars s'énerve de temps en temps parce que lui, il est contractuel. Il a peut-être un diplôme, c'est pas infirmier diplômé d'État. Bon, il est contractuel. On lui paye, c'est pas 80 000. Alors que l'autre qui était à l'école avec lui en tant que diplômé d'État aussi, il reçoit le double de ce salaire parce qu'il a eu un concours pour être fonctionnaire. Et ils sont dans le même bureau. Ils exercent les mêmes fonctions. Ils exercent les mêmes fonctions. Et ce qui veut dire donc que les gars n'arrivent pas à comprendre ce qui les tombe sur la tête. On nous a habitués à dire que c'est l'État qui a fait comme ça et puis on a avalé. Mais de temps en temps, ça nous rattrape. Il serait mieux qu'on essaie de gérer ce minimum. Parce que ce n'est pas possible d'avoir droit à un salaire et de ne pas l'avoir. Et c'est avec les mêmes travailleurs que nous aspirons à l'émergence en 2035. Il faut peut-être rattraper le tir, sinon 2035 pourrait jamais arriver. 2035 va arriver, mais pas... Mais pas avec les objectifs qu'on s'est fixés. On ne va peut-être pas arriver avec les objectifs. Parce qu'en définitive, tous les jours, il y a de nouvelles difficultés qui viennent s'ajouter. Hier, c'était Nozo. Avant-hier, c'était Covid. Demain, il y a une semaine, c'était AutoS. On ne sait pas ce qui va se passer encore demain. Demain, il y a Ukraine, il y a ainsi de suite. Et tout cela, ça bloque un peu la machine de développement économique. D'accord. Alors, Prince Ngongé, on remarque quand même une tradition de contestation sociale qui est en train de s'enraciner au Cameroun. Soit on est en train de faire grève, soit on se prépare à la faire ou à la refaire. Comment représentez-vous le travailleur d'hier par rapport à celui d'aujourd'hui en matière de revendication de ces conditions de travail? Oui, le travail d'hier, moi d'abord. Le travailleur, oui. Oui. Moi d'abord, nous avons travaillé dans une situation où les faiseurs des textes réglementaires, c'est-à-dire les anciens syndicalistes, oui, étaient des gens qui sortaient du ministère du Travail. C'était des spécialistes formés par les BIT. Et ils sortaient vraiment des textes adaptés à la demande. C'est fait donc que nous, on n'a pas eu autant de problèmes. Oui. Alors maintenant, depuis 1992, on est entré dans cette logique de tout azimut de dialogue social. Et ça ne mord pas encore. Oui. C'est pas 30 ans. Hein. Ça ne mord pas. Parce qu'à la limite, en 2000, je pense que c'est en 2008, le Premier ministre a sorti un texte, l'arrêté 067, sur le dialogue social. Le ministre a sorti le ministre a sorti a fait la décision 259 sur les gens qui doivent participer à ce dialogue social. Oui. Mais ils siègent à Yaoundé. C'est tant mieux. Mais on aurait dû continuer à évaluer ce qu'ils sont en train de faire. Nous nous sommes trouvés dans le Covid. Ça a été compliqué. Parce qu'aucun employeur ne s'attendait à une pareille crise. Nous sommes tombés dans le nozo. Personne ne s'attendait à cette crise. On n'a pas vu cette commission aller jusqu'au bout. Ok. Nous allons en parler tout à l'heure. Le nozo, on va parler de la crise à Covid-19 qui a paralysé pas mal d'entreprises et qui a été reprise dans le thème pour cette 136e édition de la fête du travail. Eh bien, nous parlions des syndicalistes, notamment des chefs, des patrons des confédérations syndicales. Comment ces confédérations préparent-elles, ou alors comment elles ont préparé cette journée et la journée de travail du gouvernement qui a été initiée par le ministère en charge du Travail et de la Sécurité sociale. Nous vous présentons ces deux éléments et nous revenons derrière pour un commentaire sur ça. L'arme change d'épaule à l'occasion de la commémoration le 1er mai prochain de la 136e fête internationale du travail. Pour des raisons que le gouvernement connaît, le gouvernement ne s'est plus mêlé de l'organisation du 1er mai, a donc laissé la possibilité aux syndicats de s'organiser.
L'Union générale des travailleurs du Cameroun à la manette de l'organisation de cette édition 2022. Chez les syndicalistes des transports et des bouchers, chacun a une idée de son plan de célébration du 1er mai. Pour la fête du 1er mai, nous allons exprimer nos mécontentements. Au regard, n'est-ce pas, des difficultés que vivent les travailleurs au Cameroun et dans les transports en particulier, nous nous sommes convenus pour demander, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont solidaires de nous, de boycotter le 1er mai 2022. En l'absence du traditionnel défilé des travailleurs au boulevard du 20 mai de Yaoundé, certains syndicalistes dimanche prochain feront des propositions pour des lendemains meilleurs. Les bouchers n'ont pas de l'argent, il leur faut un financement. Si l'État s'engage à financer le boucher, je crois qu'en un an, on va vous donner un bon résultat. Constatons qu'en réalité, le gouvernement a essayé, n'est-ce pas, de réduire les syndicats à leur plus simple expression, prêtant le flanc, n'est-ce pas, aux organisations sans visage, sans adresse, comme OTS. Nous pensons que c'est l'occasion pour nous, les syndicats, de dire au gouvernement qu'en réalité, nous sommes des amortisseurs sociaux. Les revendications des travailleurs constituent aussi la lame de fond de la série d'activités envisagées par l'UGTC. Mais nous comptons organiser un meeting ici au siège avec des discours qui vont tourner vers les revendications des travailleurs. La fête se fera également avec au menu de la viande de bœuf et du poulet à la braise pour les travailleurs capables. Ce 28 avril, nous sommes rendus au 4e jour du programme d'activité dévoilé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le programme s'étend sur 7 jours, du lundi 25 avril au mercredi 4 mai. Double détente donc ce 28 avril avec d'une part une émission d'information et d'échange bilingue sur les missions et réalisations du ministère. Les relations professionnelles et les normes du travail sont passées au scanner par un panel d'experts sur les ondes du poste national. D'autre part, des officiels du Bureau international du travail, de l'OMS et du CRADAT se réunissent autour de Grégoire Ouona pour célébrer la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 20e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Ce vendredi 29 avril, place dès 10h aux échanges virtuels impliquant les partenaires sociaux au cours d'un webinaire sur la santé et la sécurité au travail. Dans la même veine, un live chat avec les internautes va constituer l'essentiel des activités marquant les festivités du 1er mai au Palais de Congrès de Yaoundé. La semaine du travailleur va s'achever le mercredi 4 mai avec un dîner-débat sur le thème de cette 136e édition, à savoir monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Merci Delphine Fonkou-Téné et Janice Kamga. Vous l'avez suivi, le thème de cette 136e édition, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Prince Ngongue, vous l'avez accueilli comment, vous qui êtes des formations syndicales? Ce thème est-il en droite ligne avec la réalité actuelle? Comment vous l'avez accueilli, vous? Moi, j'ai pris ce thème comme tous les autres. Parce que généralement, on peut lancer un thème en 2020 et puis on ne fera jamais le bilan. Alors, je pense que les syndicalistes que nous sommes, on a bien accueilli ce thème et on s'est mis à les décortiquer dans nos milieux différents. Et puis, on a essayé de voir qu'est-ce qui manquait en matière de prise en charge dans les entreprises pour pouvoir faire des propositions à nos différents employeurs. Et surtout attirer l'attention de nos camarades. Parce qu'à la limite, il faut le dire, hein, les gens pensent aujourd'hui que la COVID-19 a disparu. Ce qui n'est pas vrai. Elle est toujours là. Donc, notre rôle, dans ce thème-là, nous avons préféré plutôt réactiver la sensibilisation de nos différents camarades. L'impact sur la productivité, c'est là. C'est là. Puisqu'on n'a eu aucune norme pour pouvoir lutter contre. On subit. Vous avez pu faire des évaluations, des bilans de l'impact de la Covid-19 sur le travail au Cameroun? Chiffré, non. Je pense que c'est le BIT qui nous donne des renseignements là-dessus. Nous ne sommes pas partout. Nous ne pouvons pas être partout.
Mais ce que nous vivons au quotidien, Oui. nous les avons vécu, c'est quand même douloureux. Il y a beaucoup de camarades qui ont perdu leur boulot, que ce soit dans le secteur pétrolier, au ciment et autres. Mais c'est aussi ça aussi, cette crise-là, on ne s'était pas préparé. Vous la classez comme maladie professionnelle ou Je ne peux pas, la classer je ne dans peux quelle pas me catégorie? prononcer dessus parce que il y a des experts pour ça. Oui. C'est le ministre qui peut voir avec les experts comment ils peuvent classifier cette maladie. Parce que déjà à l'intérieur des entreprises, dans des entreprises sérieuses, vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas de masque. Tout à fait. Vous ne pouvez pas travailler si vous êtes positif. Alors, est-ce que ça doit être professionnel? C'est vraiment aux experts de trouver le nom. Surtout Mais nous que- savons quand même que ça impacte beaucoup la production. Surtout que le ministre de la Santé a fait savoir les jours derniers qu'il y a une résurgence des cas de Covid-19 Malheureusement. ailleurs et qui impacte Malheureusement. également le Cameroun. Eh bien, nous avons suivi ces différents reportages. J'aimerais, avec le concours de la réalisation Colin Zonchouan, que nous écoutions également le propos du ministre du Travail, Grégoire Oona, qui parle entre autres des raisons pour lesquelles le défilé n'a pas eu lieu comme très attendu cette année. Chers acteurs du monde du travail, la célébration de la 136e édition de la Journée internationale du travail nous offre l'occasion d'apprécier le chemin parcouru en matière de promotion du travail décent et de la justice sociale, malgré la pandémie à Covid-19 qui a bouleversé le monde du travail. Mais fort heureusement, la riposte nationale a été organisée à la hauteur du défi sous la très haute impulsion du président de la République, Paul Biya. Grâce à votre sens des responsabilités et la résilience dont vous avez fait preuve sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons préservé des emplois, sauvegardé la paix sociale et maintenu la productivité des entreprises qui connaissent cependant, il faut le souligner, d'énormes difficultés que nous devons pourtant surmonter ensemble. Nous devons plus que jamais rester mobilisés face aux évolutions qui impactent le monde du travail pour en faire de véritables opportunités. Au cours de cette édition de la Journée internationale du travail placée sous le thème, je cite, « Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité », fin de citation, je vous invite à la réflexion et à la poursuite du dialogue social afin d'élaborer ensemble les propositions et convenir des actions à mener pour un monde du travail plus sain et plus juste sur la voie du progrès social tracé par le président de la République, Paul Biya. Bonne fête à tous, bonne fête à tous les acteurs du monde du travail. Eh bien, Prince Ngongue, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu défilé du 1er mai. C'était un moment un peu récréatif pour les travailleurs. Après le défilé, on partait pour les AGAP. Beaucoup de personnes s'y attendaient justement. Donc ça a changé en une semaine. Selon les raisons gouvernementales, c'est lié à la résurgence des cas de Covid-19. Il faut protéger les travailleurs. Mais selon les formations syndicales, c'est un boycott lié au non-aboutissement de leurs revendications. Eh bien, pourquoi ce sont dissonants entre les deux composantes? Ouais, il faut aussi dire que si c'était à cause de Covid, la soirée récréative qu'on organise au Palais des Congrès, on ne devait pas l'organiser. Parce qu'au Palais des Congrès, les syndicats vont se retrouver, ils seront seuls. Ce sera toute une foule qui partira là-bas. Vous irez? Pour manger, boire. Vous irez là-bas? Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Alors, ça peut dire donc qu'à la limite, il y a des motifs peut-être professionnels qui sous-tendent les décisions du gouvernement. Ce n'est pas vraiment et rien que pour le Covid. Et de deux,
les entreprises vont continuer à organiser les fêtes dans les hôtels et dans la ville. Hein. Et tout le monde va se retrouver. Ils vont boire, ils vont manger sans masque et sans rien. Et je pense que le ministre pouvait peut-être ajouter une disposition là-dessus que non, vous faites les débats télé, oui. Et puis vous vous séparez. Parce que beaucoup d'entreprises, je dis toutes les entreprises vont se retrouver pour manger et boire. Dans son message fax qu'il a adressé justement à toutes les délégations régionales, il a prescrit qu'on veille à ce que les gens se retrouvent en nombre gérable, en un nombre restreint pour ne pas faciliter la circulation de ce virus-là, et préciser que cette journée soit davantage axée sur la sensibilisation. Oui, moi je pense que c'est bien orienté. Oui. Mais le hic qui est dedans, la norme c'est quoi? Si on dit qu'il faut avoir 20 personnes, avoir 50 personnes, est-ce qu'une société va diviser son personnel en 100 ou bien en 10 pour pouvoir travailler? C'est ça le plus grand problème. Bon, néanmoins, je pense que c'est une fête comme chaque année. Et les syndicalistes ne sont pas là pour boycotter uniquement. Les syndicalistes sont là plutôt pour dire que ce n'est pas leur fête, ça. La fête des travailleurs ne ressemble pas à celle qu'on nous propose. Ce serait quoi le modèle je l'ai dit normal, le bon modèle? Le modèle normal, c'est que les entreprises qui veulent bien rencontrer les salariés, les acheter pagne, ils peuvent le faire quand ils veulent. En fin d'année, quand ils ont gagné un peu d'argent, ils peuvent les rencontrer, ils partagent une bière. C'est normal. Mais le jour de la fête du travail, le 1er mai, c'est le syndicat qui prend les travailleurs en main. Essaie d'évaluer toutes les difficultés qu'on a traversées pendant l'année. Et ce n'est pas un syndicat qui vient d'ailleurs, c'est un syndicat interne à la maison, qui prend les ouvriers internes à la maison, avec qui ils évaluent eux-mêmes les chemins parcourus. Ne serait-ce qu'en matière de dialogue social à travers les délégués du personnel, on peut aussi évaluer le niveau de compréhension des délégués du personnel et voir comment éventuellement on peut les former. On peut évaluer aussi le niveau de comportement des camarades et voir comment on peut faire l'éducation ouvrière à leur endroit. Là, il y a une société, mon ancienne société qui fait déjà beaucoup ça. Et je dis, quand on le fait, on améliore la cohésion sociale dans l'entreprise. Et les gens ne sont plus étrangers aux événements. Et la fête exhibitionniste là, c'est très compliqué à lui donner un sens. Mais comme ça marche, au Cameroun, c'est bon. Et ça marche aussi ailleurs. On parle de la fête un peu partout dans le monde, ce jour précisément. Alors, nous allons parler du mouvement On a trop supporté, qui s'est mué en école morte, la craie morte. Dommage, oui. Justement pour le cas du 3e trimestre, l'école morte. Et lundi dernier, notre reporter Espoir Samuel Baïha s'est rendu dans quelques établissements publics de la ville de Douala, a effectivement constaté que les cours n'étaient pas effectifs. Et dans le même temps, le gouvernement rappelle le mouvement OTS à l'ordre. Si jamais ils ne se ressaisissent pas, il y aura des sanctions. Mais derrière, ce mouvement dit n'être pas ébranlé par la menace du gouvernement. C'est une série de 3 reportages que nous vous proposons. L'école à l'agonie. La reprise des cours espérée ce jour n'est qu'une imagination au lycée Jos de Douala. Le mot de grève du collectif OTS pèse déjà sur ce début du 3e trimestre. On a donné des épreuves, mais on n'a pas vraiment composé parce qu'on n'avait pas de surveillance. Et c'est vraiment inquiétant pour notre examen. On n'a pas encore fait cours depuis le matin, mais on a composé pour le compte du probatoire blanc. Dans l'enceinte du lycée, quelques enseignants errent loin des salles de classe. La grève constatée contraste avec ces déclarations. Vous voyez comme moi exactement, n'est-ce pas? Les choses se déroulent normalement. Oui, donc tout le monde est en classe. Les élèves, les censeurs sont parfois dehors, les surveillants généraux dehors ou dans le bureau, mais ça va. La réalité se masque peu. Les élèves se pavanent à chaque recoin avec le poids d'une inquiétude. Depuis le matin, on n'a pas fait cours jusqu'à présent. On a juste dormir, redormir, et puis c'est tout. Et là, ça nous pénalise aussi parce qu'on compose le bac bientôt. Plus loin, au lycée technique bilingue de Bonandoumbe, l'enseignante rencontrée dans cette salle de classe dispense le cours. Nous ne sommes pas autorisés à
filmer plus loin et aucune interview n'est acceptée. La nouvelle est tombée hier, jeudi 28 avril 2022. Le ministre des Enseignements secondaires répercute dans cette correspondance les instructions du Premier ministre chef du gouvernement, lesquelles exigent des mesures disciplinaires que la situation impose à l'encontre des personnels placés sous sa tutelle ministérielle ayant failli à l'obligation de servir et de se consacrer au service, à l'obligation d'obéissance ainsi qu'à l'obligation de réserve. Pour remédier à cette situation, le Premier ministre chef du gouvernement m'instruit de prendre toutes les mesures disciplinaires que la situation impose, en liaison avec les départements ministériels concernés. Au regard de ce qui précède, j'ai l'honneur de vous engager à bien vouloir acheminer les dossiers des personnels indisciplinés dans les services des gouverneurs de région au plus tard le 100 mai 2022 en vue de l'organisation de conseils de discipline. Cette sortie fait suite au retour à l'école pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours, un contexte de reprise du mouvement On a trop supporté, qui, soit dit en passant, a pendant plusieurs semaines brouillé la dispensation des leçons dans plusieurs établissements du second cycle. Une mesure largement en deçà de la moyenne du point de vue d'un enseignant jouant au téléphone. Je pense que la mesure que le gouvernement engage ne va pas résoudre le problème. Au contraire, elle risque d'envenimer davantage la situation. On l'a vu avec la crise dite anglophone. On le perçoit également dans d'autres aspects. Je pense que l'approche indiquée et qui pourrait porter des fruits, c'est la négociation entre l'État et les enseignants concernés. Pour Richard Alemkeng, jouant au téléphone, l'État devrait négocier pour éviter tout débordement. Mais le collectif des enseignants indignés du Cameroun rame à contre-courant. Argument évoqué, la main tendue de l'État au plus haut niveau, aux revendications des pédagogues. Voici les chiffres. 21 102 enseignants recevront les paiements des rappels de leur non-logement et des compléments de salaire à partir des salaires de mai 2022. C'est ce qui est prévu par le calendrier. En ce qui concerne le MINESEC, parce que c'est un dossier que je maîtrise mieux, voilà là où nous en sommes. Nul besoin de faire le bras de fer, mais de s'armer de patience et avancer dans la sérénité, rajoute Jacques Bessala, avant de conclure que Paris ne s'est pas fait en un jour. Les enseignants réunis sous la bannière du mouvement On a trop supporté disent être surpris par le ton qui s'élève de la part du gouvernement camerounais. Rencontrés, l'un des enseignants du mouvement déclare qu'il faut un échéancier pour le retour dans les salles de classe. Puisque, disent-ils, la revendication est légale. Nous ne retournerons pas dans les salles de classe tant que nous n'aurons pas un échéancier de résolution de l'ensemble des problèmes que nous avons posés. Ces problèmes que nous avons posés sont des problèmes légaux, sont des revendications légales et c'est encadré par des tests que nous avons cités dans la lettre adressée au président de la République. Malgré la promesse, après l'acte 1 du mouvement des grèves des enseignants, ceux-ci déclarent ne pas être ébranlés par la menace qui transparaît du communiqué du ministre des Enseignements secondaires. Il est inconcevable que nous ayons rempli notre quote-part pendant 22 ans. Pendant 22 ans que nous nous respectons, nous remplissons notre quote-part. Et que, parce que pendant 2 mois, nous faisons grève pour revendiquer justement ce qu'on a rempli pendant 22 ans et qui ne nous a jamais été versé. Dans la lettre adressée au président de la République, nous-mêmes nous avions cité et référencé ces 19 tests, voulais-je dire. 19 tests qui régissent justement la fonction publique et qui encadrent chacune de nos revendications. Aucune revendication n'est donnée au hasard. Faut-il rappeler que depuis lundi, jour de rentrée pour le compte du 3e trimestre, les OTS, entendez mouvement On a trop supporté, ont lancé l'opération École morte. D'où la sortie du ministre qui rappelle que les enseignants sont tout d'abord des fonctionnaires, ils ont des devoirs et le ministre agite l'éventualité d'un conseil de discipline. Eh bien, nous revenons sur ce plateau, Prince Gondé, entre l'État employeur qui, au demeurant, a la force coercitive et qui, dans le cas d'espèce, brandit la menace de traduire les grévistes devant le conseil de discipline. Et de l'autre côté, on a ces employeurs, ces employés de l'OTS qui disent « on maintient le mouvement, on va aboutir à quoi? Qu'est-ce que cet imbroglio va produire ?»
Dans un premier temps, ce que je pouvais faire constater, c'est que la deuxième phase de cette grève vient de commencer. Ça veut dire qu'on a le temps d'arrêter avant que ça ne s'étende partout. Si on n'arrête pas cette grève avant, et que c'est tout le Cameroun qui est pris comme la dernière fois, on aura du mal à l'arrêter. Si on voit que c'est beaucoup plus accentué dans le centre, ou bien dans le sud, ou bien dans le nord, on essaie des pôles de négociation. C'est ça qu'on essaie de discuter avec tous ces gars. On leur fait des promesses fermes. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que, il y a vu une lettre qu'on a faite. Le Premier ministre, qui est comme le premier employeur, donne des consignes au ministre des enseignements secondaires, qui est l'utilisateur, des finances, qui est la caisse, et puis au ministre de la fonction publique, qui est le DRH. Il se retrouve devant... Le DRH. Oui, DRH. La fonction publique, c'est le DRH. Tout à fait. On se retrouve devant un problème comme celui-là. Le ministre du Travail doit être neutre. Il ne doit pas être du côté gouvernement. Il doit venir pour arbitrer conformément au texte réglementaire. Là, ça peut créer un peu de confiance. On veut sanctionner les gens parce qu'ils disent que ce sont les fonctionnaires. Je pense que plus de la moitié n'est pas fonctionnaire. S'il faut aller au conseil de discipline, on n'aura même pas une moitié. Tous sont les contractuels. Les contractuels ne sont pas des fonctionnaires. Ils obéissent aux dispositions du code de travail. Donc il faut aller à l'inspection du travail. D'accord. Eh bien, je parlais justement de l'issue, des conséquences de cet état de choses. C'est qu'ils vont... je pense qu'on va compliquer une situation qui n'est pas trop compliquée. On a commencé par faire des promesses. On a commencé par tenir à certaines promesses. Il faut continuer à convaincre. Parce que si on continue à convaincre, on verra que les gens sont de bonne foi. S'il faut maintenant commencer à utiliser le bâton, on va dire, ah, donc vous nous trompiez alors. Et les gars vont très mal voir ça. Je pense que la note du ministre, je ne sais pas quel ministre là, du Premier ministre. Le Premier ministre, elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue. Parce que si les gars commençaient, et le ministre sortait, il demandait au gouverneur, prends les gars du gouverneur du Nord. Il dit, prends les gars du Nord là pour voir comment on va résoudre le problème qu'ils n'ont pas soulevé au niveau de Yaoundé. Et ceux de Douala, prenez les gars pour voir quels sont les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre au niveau de Yaoundé. Ça fait traîner un peu la démarche en attendant qu'on trouve les moyens pour résoudre le problème. Donc on reste dans un processus de confiance. Okay. Et on a toujours... vraiment, cette confiance est importante. Prince Gongué, pour nos téléspectateurs, c'est une question pédagogique qui a une intention pédagogique. On voit des grèves qui sont organisées ça et là, parfois par des personnes inexpertes. Ouais. Vous êtes sur ce plateau, vous êtes formés pour ça. Comment mener une grève de façon qu'à terme, elle puisse produire les résultats escomptés? La grève est possible au Cameroun, oui, mais elle n'est pas facile. C'est pourquoi les gens préfèrent mener des mouvements d'humeur. Il y a une différence entre les deux? Oui. Okay. Le mouvement d'humeur, c'est quand on se décide en sauvage. Ça gâte, ça gâte. Le système de production, on le paralyse. Oui, on s'en fout. Ça gâte, un peu comme avec l'OTS qui a dit on ne rentre plus dans les salles de classe. Si on regarde bien notre code du travail, la grève est déclenchée, c'est un différent collectif. C'est déclenché par les syndicats. La grève. Oui. Les syndicats appellent tous les gens qui sont concernés après négociation avec l'employeur où rien n'a marché. Ils les appellent, ils leur demandent quels sont les gens qui veulent mener cette grève. Tout le monde met son nom sur la liste. Et ils signent. Moi, je suis partant. On vote maintenant le nombre de jours de grève. Et les syndicats prennent la responsabilité que les 2 jours ou les 3 jours de grève là, je vais vous prendre en charge. Parce que quand vous menez une grève, vous ne travaillez pas. Et qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire.
Et dès lors, quand vous êtes tombé d'accord à ce niveau-là, on peut amener ça au niveau de l'inspection du travail pour négocier si l'employeur va accepter qu'on fasse la grève. Dans le cas de l'ETS, ce n'est pas une grève, c'est une... Non, ça c'est les mouvements d'humeur. Mouvements d'humeur. Ce n'est pas porté par un syndicat. D'accord. Ce n'est pas porté par un syndicat. Parce que si c'était porté par un syndicat, oui. Il devait se plaindre contre leur employeur, qui est le Premier ministre. D'accord. Directement. Vous avez dit qu'il n'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. Ça peut être et une raison, si jamais l'État prenait cet argument pour l'opposer. Non, mais l'État n'a pas le droit de prendre ça. C'est l'État qui est fautif. Cette grève est justifiée par le fait qu'il n'a pas respecté ses engagements. Les gars n'ont même pas besoin de faire grève. Ils veulent seulement laisser à la maison sans venir là-bas. Hein. Oui. Mais c'est l'État qui paye, c'est l'État qui juge je dis que... s'il faut payer ou pas. Non, je dis, j'ai un salaire qui m'est dû. Oui. Mon employeur va me le verser. Il a 8 jours maximum après la fin du mois pour me le payer. Oui. S'il ne le paye pas, je ne viens plus. Et je m'auto-licencie du fait de mon employeur. Et le moment venu au tribunal, il va me payer tout ce qu'il faut comme indemnité de licenciement. C'est ça le droit du travail. Alors, le gouvernement... Est-ce une réalité au Cameroun? Oui. Oui. Non, c'est parce qu'il n'y a pas... Il y a quelques cas de jurisprudence. Mais le problème, c'est que les gars qui subissent n'ont pas toute la connaissance et la maîtrise de cette démarche. Donc la grève en tant que telle a sa démarche. Et je disais que c'était difficile parce que vous allez partir au tribunal. C'est à la cour d'appel. Ils ont 8 jours, renouvelables 2 ou 3 fois, pour étudier le problème avant de décider le jour qu'on va faire grève. Ouais. Avant d'arriver, les gens sont déjà fatigués. Vous parlez de 8 jours, il y a quand on parle du corps enseignant, il y a certains qui parlent d'une dizaine d'années. Je parle de la décision de grève. Ouais. Pour que le tribunal vienne rendre la décision de grève. Il peut prendre 6 mois. Et quand il prend 6 mois, ça veut dire que vous ne pouvez pas encore faire grève. Vous êtes toujours en poste. C'est pourquoi, fort de cette expérience, ou bien convaincu qu'une grève normale n'est pas possible, on fait ce qu'on appelle mouvement d'humeur. Ça casse, ça casse. Et ça profite à qui? Je pense que quand il y a une grève, la population est la première perdante. Mouvement d'humeur. Et dans le cas d'espèce, ce sont les enfants? Oui, la population perd. D'accord. Eh bien, pour une autre question tout à fait... on ne le souhaite pas beaucoup. Pédagogique, vous avez dit que la grève est autorisée au Cameroun. Elle est possible. Elle est possible. Mais elle est compliquée. Elle est compliquée. Alors, comme tout principe juridique, il y a certainement des atténuations au principe, il y a des limitations à ce principe. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pendant une grève? Oui, pendant la grève est bien définie. Oui. Il y a, quand le tribunal rend sa décision, on définit l'endroit où on va faire la grève. Il précise ça dans la décision. Il définit le nombre de personnes qui vont faire grève. Il définit le nombre de jours. Oui. Il définit les conditions de paiement de gens qui font grève. Oui. Et c'est pendant même ce tribunal-là qu'on dit à l'employeur que bon, nous avons prévu 4 jours. Oui. Alors si toi tu veux qu'on fasse seulement 2 jours, tu prends en charge les salaires. D'accord. Et ça là, c'est vraiment convenu au départ et le tribunal légifère là-dessus. D'accord. Donc la décision est prise en fonction vraiment de tous les mécanismes de la grève. Ok. On n'invente rien là-dedans. Alors, à votre suite, on a une petite documentation. Je vais la lire pour la culture de nos téléspectateurs. Eh bien, les policiers, les magistrats, militaires, services pénitentiaires, les services militaires ne sont pas autorisés à faire grève pour des raisons d'ordre public. Leur mouvement mettrait en danger certaines fonctions régaliennes et la continuité du service public. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Cette fois-ci, nous sortons des revendications pour parler, cette fois-ci, des faits de société. Ce n'est pas une tradition d'en parler vers la fin de l'émission, mais c'était exceptionnel aujourd'hui. C'était un événement spécial, la journée internationale consacrée aux travailleurs. Nous nous rendons dans le nord-ouest Cameroun, où les femmes de la localité de Mou sont allées faire un sitting au domicile du gouverneur parce que, disent-elles, leur vie devient invivable dans leur village. Et nous irons également dans la Dibamba, où les personnes dégarpies n'arrivent pas à trouver un autre toit. Reportage.
Ce chant est celui de la douleur et du désarroi. Pancarte en main, près de 70 femmes manifestent devant les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Elles viennent du village Boron, dans le département de Ndou, et dénoncent les persécutions dont elles sont victimes, en pointant un doigt accusateur sur les habitants du village voisin. Reason being that we cannot stay in Boron any longer, which is our land. On ne peut plus rester dans notre village. Les populations voisines ont investi nos terres. Ils ont tout brûlé, les maisons. Ils ont tué des gens. Ils ont tué mon fils en plein jour. Vous me voyez debout ici, j'essaye de rester forte. Soit le gouverneur nous trouve une solution, soit on reste avec lui, ici, et on vivra ici. Certaines se sont déplacées avec leurs enfants. D'autres sont à quelques mois de donner la vie. Elles se disent fatiguées du silence des autorités de leur département et veulent une action du patron de la région. Leur mouvement attire la compassion des populations. Thank you. We have been here. People pass around and have pity on us. They give us On est ici, les gens passent et nous prennent en pitié. Ils nous donnent du pain et des gâteaux. C'est comme ça qu'on vit ici. En tant que femme, on va se mettre à l'aise dans des endroits reculés. C'est la seule solution pour nous pour le moment. L'espoir est que cette manifestation sera porteuse pour retrouver la paix dans leur village. Ils ont du mal à quitter le site d'Eguerpi du lieu d'Idibamba dans l'arrondissement de Douala 3e. Malgré la présence des gros bras et autres forces de maintien de l'ordre, ceux qui occupaient encore, il y a quelques jours, les 180 hectares querellés ne sont plus la bienvenue en ce lieu. La descente sur le terrain des magistrats et autres procureurs pour comprendre l'affaire portée au tribunal a donné l'occasion des joutes verbales entre différentes parties au grand désespoir des déguerpis. On a pu prendre mes effets puisque je n'ai plus rien. Je n'ai que le matelas et les habits des enfants. On a mené dans un chantier où actuellement je passe mieux avec ma petite famille puisqu'on n'a pas où aller. On m'a déposé. Eh bien, vous avez regardé les images de Bamenda, c'est très dur. Vous avez déjà vécu ça, vous nous le disiez en off? Oui, je disais que celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre la souffrance. Parce que dans mon enfance, dans les années 60-64, nous avons vécu ça à Makénéné. Vous avez venu de Maki? Oui, oui. On rentrait de l'école et puis on allait dormir en brousse pour fuir on ne sait pas qui. Parce que généralement, ce qu'on appelait Maki dans les nationalistes, c'était les nôtres. Ils ne pouvaient pas nous faire du mal. Mais qui nous tue alors? Ça, c'est la grande question jusqu'à aujourd'hui. Un ennemi qui n'avait pas de visage? Oui, sincèrement. C'est certainement le cas également pour les populations du Nous Nord-Ouest qui avons et du vécu ça, Sud-Ouest. nous comprenons ce qui se passe au Nord-Ouest. C'est pourquoi nous avons été très nombreux en Makénéné à vraiment accueillir ces gens du Nord-Ouest. Ils sont tous partout chez nous, dans les maisons. Chez moi particulièrement, ils sont là aussi. C'est ça, l'unité nationale, francophone, anglophone, c'est le même peuple. Oui, ça a été très compliqué. Très compliqué. C'est la preuve de ce que le Cameroun n'est pas séparé par une langue, les Camerounais. Le vivre ensemble est dans l'ADN des Camerounais. Nous, les victimes de 60, on a compris ce problème. Pas seulement Makénéné, même dans la ville de Douala, il y a des milliers de ressortissants de ces deux régions qui ont été accueillis avec beaucoup d'hospitalité. Oui, ça, je l'ai des constaté organisations, aussi. des personnes qui s'organisent à aller vers ces victimes de cette crise. Ce sont des compatriotes. C'est vraiment dommage. Ce sont des frères vraiment dommage. Qui souffrent. Ce qui est mieux, c'est qu'on n'a pas fait des organisations type pour les accueillir. C'est un peu... J'avais un ami qui était anglophone, il a sa famille qui est venue, je récupère. Oui. Mais on ne sait pas identifier, on ne sait pas évaluer tout ça, quoi. Mais sinon, ils sont nombreux. Ok. Ils sont nombreux. Eh bien, nous allons sortir de cette émission. On nous fait des grands signes du côté de la réalisation. Vous êtes en tenue de Ramadan déjà, vous êtes prêts pour demain? Oui, je souhaite que la fin du Ramadan arrive rapidement pour qu'on cesse ce calvaire. Oui, bon, un calvaire volontaire, quoi. D'accord. Eh bien, la fête du Ramadan se prépare. Nous allons scruter la lune avec le concours de notre reporter. La communauté musulmane s'apprête à célébrer l'Aïd el-Fitri, la fête du Ramadan. Dès dimanche prochain, la lune sera scrutée sur l'ensemble du territoire national. Si elle apparaît dimanche, lundi sera jour de fête. Au cas contraire,
Le mois de Ramadan sera complété à 30 jours et la fête sera célébrée le 3 mai. Les musulmans utilisent le calendrier lunaire hégirien. On ne peut pas savoir avec exactitude à l'avance si un mois aura 29 ou 30 jours. C'est pour cela que nous attendons toujours le soir du 29e jour pour scruter le ciel et retenir donc avec exactitude cette fois-là le jour de la célébration de la fête. Il ne faudrait donc pas prêter le flanc, n'est-ce pas, à des sirènes qui vont balancer les informations ici et là et se retrouver dans une situation inconfortable. Avant le jour J, l'heure est au repentir. Les fidèles musulmans, à travers les prières nocturnes, multiplient les invocations auprès d'Allah, comme le recommandent les imams, en ce dernier tournant du mois béni. Les musulmans s'activent à s'affranchir du feu de l'enfer en cette fin du mois de Ramadan au travers des actes d'adoration tels que la multiplication de la lecture du Saint-Coran, les prières surérogatoires, l'évocation, l'invocation, l'aumône, bref, tout ce qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le mois de Ramadan, comme Allah le dit dans le noble Coran, ayyam ma'adoudat, des jours bien comptés. Hier, on disait que Ramadan arrive. Ramadan est arrivé aujourd'hui. Nous nous acheminons vers la fin de ce mois. Dans les familles et les quartiers, on peaufine les derniers réglages. Habillement, coiffure, décoration des domiciles, entre autres, sont au programme. Gangé, que feriez-vous demain? C'est la fête de Ramadan, vous n'êtes pas musulman, je sais. Que feriez-vous? Je suis dans une famille musulmane. Ah d'accord. On va continuer l'organisation de la fête. D'accord. Préparer la beauté des filles et des dames. Oui. Et puis voir comment on va entretenir les enfants le jour J. Ok, merci beaucoup. Eh bien, vous nous regardez à Sabga, dans le nord-ouest Cameroun. Vous nous regardez à Didango, c'est dans le Noun. Vous nous regardez à Kousseri. Vous nous regardez au nord du Mali, à Gao. Vous nous regardez à Makenene. Vous nous regardez au Tchad, à Maroua, à Garoua, partout ailleurs. Nous souhaitons bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans qui ont observé ces 29 jours de jeûne, de prière, de méditation, qui ont prié pour le Cameroun. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition spéciale consacrée à la fête du travail. Nous disons merci à notre invité, il est formateur de cadres syndicaux, Prince Gangé. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, Monique. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas le rendez-vous de demain, c'est la rediffusion. Quant à moi, je vous reviens dimanche prochain à 9h avec le même plaisir. S'il plaît à Dieu, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Portez-vous bien.